Entre le 15 novembre 1884 et le 26 février 1885, les pays européens se sont réunis autour d'une table afin de pouvoir dresser le sort de l'Afrique s'agissant bien de la conférence de Berlin. Que s'est-il donc passé lors de la conférence de Berlin? Dans cette vidéo, nous en parlerons juste après le générique. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour vous qui venez de nous prendre en marche et qui ne me connaissez pas, je suis Kwame Ferdinand, je suis négociant de matières premières, je suis spécialisé dans les cultures pérennes telles que le café, cacao, les céréales. Et également sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons de mindset, nous parlons de la politique agricole. Nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur les marchés nationaux et internationaux. Sur cette chaîne, nous mettons également l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Si vous êtes donc en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business, ou vous comptez lancer dans l'entrepreneuriat, ou vous ne savez pas dans quel domaine, donc je vous conseille dans le domaine agricole, soyez les bienvenus car sur cette chaîne, nous en parlons en long et en large. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vais vous demander aussi à liker nos vidéos. Cela va nous donner la force et l'énergie. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir tous les jours nos différentes publications sur cette chaîne. Alors, comme j'étais de disant en intro, que lors des années entre 1884 et 1885, il y a eu un complot tandis que le monde, la population africaine ignorait ce qui se passait de l'autre côté de la mer. Les pays européens étaient en train de s'organiser à comment mieux gérer nos terres, comment mieux gérer nos espaces, comment mieux gérer notre pays. Alors, que s'est-il donc passé dans la conférence de Berlin? Pendant la conférence de Berlin, il y a eu plusieurs décisions qui ont été prises. Mais avant d'arriver à la conférence de Berlin, juste pour vous qui venez nous prendre en marche sur cette vidéo, j'ai décidé pendant ce mois d'avril et le mois de mai, vous partager durant ces 2 mois une connaissance sur comment fixer les prix des différents prix des matières premières agricoles et comment sont fixés nos différents prix des matières premières agricoles. Raison pour laquelle lors de cette mini-formation par des séries de vidéos, j'ai pris l'initiative de pouvoir procéder par la colonisation à l'indépendance et d'essayer de structurer afin que lorsque nous allons plus rentrer en profondeur de cette mini-formation, tout le monde soit au même pied d'égalité. Alors, si vous n'avez pas regardé la première vidéo dont j'ai publié sur la colonisation à l'indépendance de l'Afrique, cette vidéo suit effectivement la vidéo dont je viens de citer. La crise de Fashoda en 1898 a causé plusieurs torts dans le domaine des relations internationales qui a suscité une bataille rude entre la France et le Royaume-Uni. Suite à cela, mais il faut souligner qu'il n'y a pas eu de violence majeure. Suite à cela, au fur et à mesure, les choses se sont compliquées pour les colons. Alors, pour revenir en arrière, en 1884, il y a une chose majeure qui s'est décidée contre les Africains. Avant d'arriver dans les années 1898, suite à la crise qui s'est opposée entre les inter-impériales s'agissant des
de la France contre le Royaume-Uni. Même les Portugais aussi se sont menés à cette crise-là. Il faut savoir que plusieurs choses se sont passées avant d'en arriver là. Alors, il faut savoir que entre 1870 et 1914, l'Europe a acquéri près de 23 millions de superficie de kilomètres carrés voilà, de l'Afrique, y compris les autres mers. Tandis que d'autres sont sur la terre terrestre en train de lutter. D'autres aussi sont en outre-mer en train de lutter aussi tous ces territoires-là. Les Portugais, les Allemands et les Belges exerçaient une forte puissance en Afrique et cette force-là était menée de façon très agressive, qui ont contribué à plusieurs choses dont ils appelaient la règle directe, contrairement aux Britanniques, mais imposait aussi l'autorité administrée par l'Empire britannique. Donc il faut savoir que plusieurs choses se sont passées et la France a pris l'initiative de pouvoir d'établir voilà, ses bases en Afrique occidentale et en Afrique équatoriale française. Alors, il faut savoir que la France était une grande puissance à l'époque. Le Royaume-Uni également, et même on peut citer même le Portugal aussi, et n'était pas mal, hein, parce que le Portugal avait aussi une armée très efficace. Alors, avant de plonger encore plus en profondeur, de pouvoir comprendre voilà, le partage de l'Afrique, suite à de multiples guerres qui s'est opposées, comme je l'avais dit, en Afrique du Sud, dans la ville de Cap, dont les Royaumes-Unis ont pris le dessus sur cette voilà, bataille qui ont repoussé les autres puissances. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs successions de batailles entre les impériales. Alors, pendant ce moment-là, une personne voilà, va prendre l'initiative de pouvoir résoudre ce problème. Il faut savoir que cette personne-là qui est, je dirais, en Europe, très saluée et respectée, il s'agit bien de ce monsieur Otto von Bismarck. Otto von Bismarck était un homme de la Prusse. La Prusse, il faut savoir que Otto von Bismarck a dirigé la Prusse de fait de l'Allemagne. Il faut savoir que ce monsieur avait une forte voilà, autorité en Europe, dont sa parole était tellement considérée. Alors, à partir de 1884, il va prendre l'initiative de pouvoir convoquer tous les colons, voilà, les grandes puissances là, en Allemagne pour pouvoir régler ce problème. Parce que du côté du centre du Congo, il y avait voilà, la guerre, les batailles, et même au sud, il y avait les batailles, au nord encore les batailles, à l'est les batailles. Et il faut savoir que pendant ce moment-là, les batailles rudes là n'étaient pas avec les autochtones, mais étaient entre eux les colons. Donc, pour pouvoir comprendre, pour ceux qui ont étudié un peu l'histoire de Otto von Bismarck, c'était un diplomate allemand très rusé. Il a plusieurs expériences dans le domaine de la politique internationale. Donc, il va prendre l'initiative de pouvoir résoudre ce problème-là. Pour lui, comment est-ce qu'il a eu à cœur de pouvoir convoquer ces personnes-là sans même convoquer les concernés, je dirais, l'Afrique. Pour Otto von Bismarck, l'Africain n'avait pas la capacité de réfléchir. L'Africain n'avait pas la capacité de pouvoir faire ses propres choix. L'Africain n'était pas reconnu comme un homme sensé. L'Africain n'était pas reconnu un homme qui avait ses principes, un homme qui pouvait décider voilà, d'elle-même. Voilà. Et donc, il faut savoir que l'Africain était chaudifié à l'époque, raison pour laquelle lors de cette conférence-là, ils ont invité plutôt les pays comme que je peux citer ici, l'Allemagne est présent évidemment, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Empire ottoman, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie,
les Pays-Bas. Voilà, il faut savoir qu'il y a eu aussi le Portugal, la Russie, la Suède, la Norvège. À l'époque, c'était voilà, les deux pays, ainsi que les États-Unis. Alors, ce qui a suscité cela, il faut savoir que ces pays qui ont participé à la conférence de Berlin, là ont marqué leur dévolu sur l'Afrique. Parce que au XIIIe siècle, ce que vous ignorez, l'Afrique était bien avant, l'Afrique était 10 000 fois développée que l'Europe. L'Afrique regorgeait beaucoup de puissance. Et il y avait des empires ici en Afrique qui étaient à un niveau de richesse très élevé. Donc nous allons parler de l'empire du Mali qui d'ailleurs sur le plan intellectuel, il y avait plusieurs universités, dont l'université de Gao, l'université de Tombouctou. Il y avait plusieurs choses qui étaient voilà, très développées en Afrique. Et même quand on veut parler aussi, que ce soit au sud, que ce soit au centre, que ce soit à l'est, toute l'Afrique était bien en marche, avec une puissance aussi du côté du nord. Je vais parler de l'Égypte aussi. Alors, que s'est-il réellement passé pour que, voilà, entre 1870 et 1914, les Européens puissent occuper plus d'un cinquième du globe, de notre territoire, du globe, voilà, de l'Afrique. Pour que ces grandes puissances puissent définitivement s'imprégner de la colonisation de l'Afrique, il y a eu la découverte d'un homme très puissant, un homme très influent, un explorateur. En 1874, Henry Morton Stanley découvre le bassin du Congo, dont il a vanté les richesses de cet endroit-là. Il vantait tellement le Congo avec ses trésors, le Congo avec le potentiel que le Congo pouvait dégager, le Congo avec une richesse, je vais dire, qu'on ne peut mesurer. Et donc, ça suscitait plusieurs voilà, regards, dont la France voulait coûte que coûte avoir le Congo, dont je peux citer là, même le Portugal voulait coûte que coûte avoir le Congo, les Royaumes-Unis voulaient coûte que coûte avoir le Congo. Mais lorsque, lors de cette conférence-là, Stanley parlait, il y avait un monsieur qui, lui, n'avait pas les mêmes idéologies. Lui, il était juste assis à la table et il écoutait attentivement avec tant d'admiration et tant de désirs sombres les dits de Stanley. Il s'agit bien du roi Léopold II de Belgique. Pour lui, il avait déjà autrefois, peut-être il n'avait pas pris une conscience, une connaissance avec exactitude des ressources dont dégager ce monde. Parce que il faut savoir que le roi Léopold II de Belgique avait déjà créé une association voilà, internationale de l'Afrique qui consistait, selon lui, à civiliser l'Afrique, le Congo belge. Mais puisque Stanley semblait maîtriser le Congo, il va d'abord user d'intelligence, user des stratégies afin de pouvoir s'associer avec Stanley pour former plus tard l'Association internationale du Congo. Alors, qui par la ruse encore va mettre cette association-là en vente, donc lui-même il va passer en arrière pour pouvoir acheter l'association. Alors, pourquoi est-ce que cet homme était tellement intéressé? Moi, je pensais que selon l'histoire, je pensais que le Léopold II de Belgique faisait cela pour la richesse, pouvoir développer la Belgique, même si d'ailleurs ça contribue. Mais le Léopold II de Belgique avait l'intention et a même pris le Congo comme sa propriété privée. Regardez quelle méchanceté. Alors, cet homme était sans pitié, il était impitoyable, il déracinait, il détruisait tout ce qu'il avait sur son partage.
et d'ailleurs même qui a causé plusieurs génocides, dont nous allons nous concentrer sur une génocide au Congo qui a causé plus de 10 millions de morts. Même l'histoire, même personne n'ose parler jusqu'à nos jours. Alors, comment est-ce qu'une personne, lorsqu'il a causé plus de 10 millions de morts, et que c'est suite aux différents actes qu'il a posé, que même il a été contraint de pouvoir abandonner certaines tâches aussi. Et alors, pour ne pas en arriver là, à parler un peu en bref du roi Léopold de Belgique, je vais vous délier maintenant le message qu'il a ordonné lors de sa conquête du Congo aux différents prêtres. Qu'est-ce qu'il a dit au juste? Les meilleures illustrations du rôle de l'assimilation religieuse en vue de la réussite de la colonisation et de l'exploitation économique qui a contribué à l'essor de l'Europe. Je vais parler aussi en particulier de la Belgique. Il faut savoir qu'il y a eu cette lettre qui a été floutée là. Je me pose la question souvent de savoir que est-ce qu'il n'avait pas la connaissance qu'un jour Internet allait être aussi développé et que nous allons aussi parler la langue pour pouvoir comprendre cette vie. Et surtout le discours tenu en 1883 par le roi Léopold II de Belgique a suscité plusieurs réactions de notre ère actuelle. Alors il faut savoir que ces discours permettent de bien saisir la véritable mission du colonisateur et de l'Église catholique en Afrique. Donc il faut savoir quel a été le rôle de l'Église catholique, quel a été le rôle de l'Église en Afrique. Mais là, je vais aussi attirer votre attention parce que ce qu'il faut savoir est que l'Église, peut-être le roi Léopold II a eu plusieurs influences sur l'Église, mais avant les missionnaires qui sont partis du côté du Congo en mission pour pouvoir aussi divulguer la parole de Dieu, une fois ils ont été interpellés par le roi en suivant clair et net ses instructions. Mais il y avait déjà l'église en Éthiopie. Pour l'Éthiopie, c'est une autre histoire et je vais vous, voilà, au fur et à mesure de ce programme, je vais vous démontrer pourquoi, quant à l'Éthiopie, il n'a pas été colonisé. Alors, il faut savoir que l'Église catholique a joué un rôle majeur dans la colonisation de l'Afrique. On ne va pas se voiler la face. Il ne s'agit pas d'être religieux, Ferdinand, est-ce chrétien ou pas, ou que ce soit un musulman ou pas. Et effectivement, je suis un chrétien, je vais à l'église et là, je suis dans la profession, je suis en train de parler de ce qui s'est passé dans l'histoire. Alors, pendant la colonisation de l'Afrique, l'Église a joué un rôle très capital qui a permis que l'Européen puisse s'asseoir sur l'intelligence et la sagesse de l'homme africain à être plus dominé. Alors, il faut savoir que tout particulièrement, ce discours prononcé par Léopold II, ensemble avec l'Église, deux mains sur un gros ventre, mérite largement d'être connu, car jusqu'à aujourd'hui, encore une demeure d'actualité. Rien n'a véritablement changé, si on peut le dire. Et donc, là, je vais vous afficher maintenant le discours. Et voilà, ce n'est pas moi qui le rends, selon l'histoire, donc il faut savoir. Donc, je lis le discours de Léopold II, roi des Belges, en 1803. Révérend Père et mes chers compatriotes, la tâche qui vous est confiée est très délicate, rapide et demande du temps. Prêtre, vous allez certes pour l'évangélisation, mais cette évangélisation doit s'inspirer avant tout des intérêts de la Belgique.
Le but principal de votre mission au Congo n'est donc point d'apprendre aux nègres à connaître Dieu, car ils le connaissent déjà. Ils parlent et se soumettent à un Moudi, un Mungu, un Diakumba, et que sais-je encore, ils savent que Dieu vole, coucher avec la femme de tout, calomnie et injurier est mauvais. Ayons donc le courage de la prier. Vous n'irez donc pas leur apprendre qu'ils savent vivre. Votre rôle essentiel est de faciliter leurs tâches aux administratifs et aux industriels. C'est dire donc que vous interpréterez l'évangile d'une façon qui sert à mieux protéger nos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez donc, entre autres, à désintéresser nos sauvages des richesses dont regorge le sol, le sous-sol, pour éviter qu'ils s'y intéressent, qu'ils ne nous fassent pas une concurrence meurtrière et rêvent un jour de nous déloger. C'est cruel, n'est-ce pas? Et c'est la politique. Et avant de continuer le discours, il faudrait que nous puissions comprendre tout cela, même si on parle du plan de vue politique, mais tout cela est relié à la politique agricole. Je ne suis pas là dans le but de dénigrer qui que ce soit, l'Allemagne, la France, la Côte d'Ivoire, le Mali. Non, je vous dis que sur cette échelle, nous prenons l'initiative de parler de la politique agricole. Et la colonisation de l'Afrique a été basée sur une politique agricole. En quête des épices, en quête des trésors, en quête des terres arables, en quête des terres pour pouvoir exploiter. Alors, poursuivons notre discours. Le discours, du roi belge. Votre connaissance de l'évangile vous permettra de trouver facilement des textes recommandant aux fidèles d'aimer la pauvreté, tels par exemple: heureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux, il est difficile aux riches d'entrer au ciel. Vous ferez tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mériter le ciel. Vous devez les détacher et les faire mépriser tout ce qui leur procurerait le courage de nous affronter. Je fais allusion ici principalement à leur fétiche de guerre, qui ne prétendent point ne pas les abandonner. Vous mettrez tout en œuvre pour les faire disparaître. Votre action doit se porter essentiellement sur les jeunes afin qu'ils ne se révoltent pas. Si le commandement du Père est conducteur de celui des parents, l'enfant devra apprendre à obéir à ce que lui recommande le missionnaire qui est le Père de son âme. Insistez particulièrement sur la soumission et l'obéissance. Évitez de développer l'esprit critique dans vos écoles. Apprenez aux élèves à croire et non à raisonner. Alors, je tiens à souligner encore, l'éducation en Afrique, évidemment, a été bousillée complètement. Et je vous parle franchement, voilà, et de façon terre à terre. Moi-même, j'ai fait aussi l'école catholique. Et donc, avec l'éducation, je me demande pourquoi est-ce que l'enseignement de l'école catholique est différent de l'enseignement de l'école, que ce soit privé d'un autre, voilà, fondateur. Mais tout ce système-là est englobé dans un système qu'on appelle de l'éducation nationale. Et l'éducation nationale est forgée grâce à qui? Grâce aux colons qui ont divulgué l'instruction pour pouvoir nous éduquer. Alors, poursuivons la lecture.
Ce sont là, chers compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres qui vous seront remis à la fin de cette séance. Évangélisez les nègres à la mode des Africains, qu'ils restent toujours soumis aux colonialistes blancs qui ne se révoltent jamais contre les injustices que ceux-ci leur feront subir. Faites-leur méditer chaque jour. Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux est à eux. Convertissez toujours les noirs par tous les moyens, bastonnez par la chicotte par exemple, gardez leurs femmes à la soumission pendant 9 mois afin qu'elles travaillent gratuitement pour vous. Exigez ensuite qu'ils vous offrent en signe de reconnaissance des chèvres, des poules, œufs. Chaque fois que vous visiterez leur village, faites tout pour éviter à jamais que les Noirs ne deviennent riches. Chantez chaque jour qu'il est impossible aux riches d'entrer au ciel. Faites-leur payer une tasse chaque semaine à la messe du dimanche. Utilisez ensuite cet argent prétendu destiné aux pauvres et transférez ainsi vos missions à des centres commerciaux florissants. Instituez pour eux un système de confession qui fera de vous de bons détectives pour démentir auprès des autorités investies du pouvoir de décision, tout noir qui a une prise de conscience. Qu'est-ce que pensez-vous alors de cette lettre? Est-ce moi, Kwame Ferdinand, suis-je en train de parler de cela? Il faut comprendre que parmi aussi ces personnes, il y a eu plus pire que ce monsieur. Alors, sans plus tarder, après la conférence de Berlin, qui a suscité à partager l'Afrique, il faut savoir que il y avait le roi des Zanzibar, oh le pauvre, qui voulait être présent à cette conférence, qui malheureusement, ils n'ont pas pu accorder son assistanat parce que Zanzibar était un point stratégique à la conquête des Européens. Alors, lorsqu'ils sont revenus maintenant de Zanzibar, lorsqu'ils sont revenus de la conférence de Berlin, il faut savoir que le roi Léopold II avait déjà mandaté ces personnes. Ils envoyaient les explorateurs qui sont, je dirais, considérés comme de nos jours les ambassadeurs. C'est eux qui établissaient les ordres des grands. Ce sont eux qui menaient même à pire les désirs sombres des dirigeants. Ce sont eux-mêmes aussi qui gouvernaient aussi, voilà, que ce soit leur pays respectif et leur colonie en Afrique. Alors, ce qu'il faut savoir est que après le partage de l'Afrique, lorsqu'ils venaient, ils ont camouflé le système pour ne pas, aux yeux du monde, être plus sanglant en accordant les thèmes disant que c'était une colonisation civilisatrice, voilà, de l'Afrique. Et ils apportaient leur protection aux indigènes. Alors, une personne va avoir le flair de dire non, nous n'avons pas besoin de votre protection. S'agissant bien de l'empereur Ménélique II, voilà, de l'Éthiopie. Entre bref, juste des rappels, je vais faire une vidéo spécialement sur l'Éthiopie, raison pour laquelle l'Éthiopie n'a pas été, voilà, colonisée. Il y a une force, il y a une puissance. L'Éthiopie était tellement organisée, l'Éthiopie était tellement structurée qu'il y avait un dirigeant capable de pouvoir résister, discerner et de pouvoir dire non quand il fallait et de pouvoir, voilà, asseoir sa suprématie dans son royaume. Alors, lorsqu'ils sont venus,
les autres États, ok, et les colons ont commencé à jouer leur rôle. Ils sont en plein fouet maintenant. L'ordre les a été donné. Ils ont le feu vert maintenant de faire de l'Afrique ce qu'ils veulent. Ils ont déjà tracé les plans de l'Afrique. Ils ont déjà même tracé les différents territoires de l'Afrique. Quand bien même que les Africains, n'étant pas comme, ne parlant pas la langue française, avaient eux-mêmes, entre eux, connaissaient déjà leurs limites. De façon, voilà, traditionnelle, l'Afrique était déjà répartie de façon territoriale entre eux peuples. Chacun connaissait ses limites. Alors, lorsque ces colons sont venus avec un autre système, voilà, pour les amadouer, pour les blaguer et autres, il faut comprendre que ça n'a pas été facile. Alors, les colons vont venir, puisque jouer, voilà, la douce ne fera pas l'affaire. Ils vont commencer à être rudes. Ils vont commencer à voilà, rentrer dans la vraie colonisation, dans la vraie, voilà, rigueur de l'esclavage. Donc, ils vont s'imposer et ils vont, voilà, nous imposer certaines choses, que ça nous plaise, oui ou non. Alors, sans plus tarder, je vais vous donner dans cette vidéo les quatre présidents qui ont détruit complètement l'Afrique. Le premier président, il y a eu le roi Léopold II de Belgique. Pour Léopold II, l'Afrique était un peu une propriété privée, donc il se servait pour sa fortune personnelle. Et grâce à Léopold II, il y a eu les génocides au centre de l'Afrique du côté du Congo, qui a occasionné plus de 10 millions de morts, donc personne n'a pas pu parler. Le deuxième président se nomme Jules Ferry de France. Jules Ferry, il faut savoir que Jules Ferry était plus pire que le roi Léopold II de Belgique. Pour lui, il se disait que c'était une mission civilisatrice, voilà, qui consistait à civiliser les Noirs, à civiliser ces pauvres indigents. Voilà, il imposait le bras de fer. Il pillait tous les trésors qui se trouvaient dans les différents clans religieux, dans les différents clans ethniques. Et il monopolisait tout le système, voilà, et il détruisait tout ce qu'il voulait afin de pouvoir avoir coûte que coûte. Il imposait une force terrible. Grâce à lui, la France a pu coloniser les pays tels que l'Algérie, tels que la Côte d'Ivoire, alors le Sénégal. Il faut savoir que lorsque Jules Ferry aussi avait eu l'idée de pouvoir asseoir une suprématie afin de pouvoir bien régner. Le troisième président, nous allons parler de Otto von Bismarck. Otto von Bismarck était le chancelier allemand, un chancelier très rude, et qui, c'est à cause de lui qu'il y a eu le partage de l'Afrique. Pour lui, l'Afrique était sans intelligence, ne pouvait pas décider d'eux-mêmes, donc il a pris l'initiative de pouvoir se partager l'Afrique. Le quatrième président, Winston Churchill du Royaume-Uni, voilà, qui lui aussi, tellement ayant une bonne réputation au Royaume-Uni, grâce à lui, les Royaumes-Unis ont pu coloniser l'Afrique du Sud, et il a causé plusieurs guerres, comme on peut parler de la guerre de Zéboué I, la guerre de Zéboué II. Et donc il faut savoir que ce monsieur aussi a contribué énormément aux différents pleurs et cris de l'Afrique. Alors, ce qu'il faut comprendre, l'Afrique est en train de se renaître de ses cendres, l'Afrique est en train de guérir, l'Afrique est en train de se rajeunir, l'Afrique est en train de reprendre en quelque sorte ses forces. Quelle est la nouvelle stratégie dont l'Europe, dont le reste du globe va mener pour pouvoir toujours asseoir l'Afrique dans leur système de colonisation? Nous allons en parler suite dans la vidéo à venir. Comment est-ce que
les Africains ont pu batailler pour pouvoir avoir l'indépendance, même si nous savons que l'indépendance actuelle n'est pas complètement l'indépendance. Nous luttons jour et nuit. La preuve en est nos prix des différentes matières premières agricoles. Nous n'avons pas le contrôle, nous n'avons pas le monopole, nous ne pouvons même pas discuter des prix, et tous ces prix-là sont fixés par les négociants extérieurs. Donc, de la colonisation à l'indépendance, du partage de l'Afrique et l'obtention de l'indépendance. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des révoltes et rébellions et de la décolonisation de l'Afrique. J'espère ne pas être long. Voilà, c'était juste pour cette deuxième journée de cette mini-formation. Voilà, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, cela va nous donner aussi plus de force à pouvoir divulguer le peu de savoir que nous connaissons. Je tiens à souligner que c'est juste pour pouvoir établir les bases de la formation, pour pouvoir comprendre la fixation des différents prix des matières premières agricoles. Afin de pouvoir mieux comprendre cela, j'ai préféré commencer depuis la racine, car je ne cesse de répéter sur cette chaîne, on ne peut pas comprendre l'histoire sans la préhistoire. Alors mes amis, n'oubliez pas de partager cette chaîne, cette vidéo massivement autour de vous, afin d'agrandir la communauté, afin que vos amis aussi puissent venir voir le travail que nous abattons sur cette chaîne. Sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine publication. Prenez soin de vous. À très bientôt. En météo, non?